L'analyse fondamentale, quant à elle, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? L'analyse fondamentale va simplement nous permettre de pouvoir dire l'entreprise, au regard de ces chiffres qu'elle a produits, est une entreprise sur laquelle je peux investir ou sur laquelle je ne peux pas investir. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, on s'intéresse effectivement à ce que l'entreprise a produit. On s'intéresse aux bénéfices que l'entreprise a produits. On s'intéresse au chiffre d'affaires que l'entreprise a produit. On s'intéresse à plusieurs indicateurs de l'entreprise qui sont des indicateurs fondamentaux qui nous permettent d'analyser si effectivement l'entreprise est une bonne entreprise sur laquelle on peut investir ou pas. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on peut se faire un avis. Donc, voici l'ensemble de ces deux éléments-là. Et puis, ça va nous aider dans la suite. Alors, à côté de ça, si on veut parler, pardon, de l'analyse technique, donc c'est ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, hein. Vous allez observer les cours, vous allez pouvoir identifier la tendance. Quand on parle de tendance, c'est quoi? C'est que de façon générale, on va enregistrer les prix de l'action sur, comment on appelle ça? On va enregistrer les prix de l'action et on va les mettre dans un graphique. Et à partir de là, on va observer si on est en train de partir vers le haut ou bien si on est en train de partir vers le bas. Donc, si on est en train de partir vers le haut, on va se dire, bon, de toutes les façons, on regarde dans l'histoire, on a vu que le prix de l'action a évolué vers le haut, donc peut-être qu'on va continuer vers le haut. Alors, ce qu'on va appeler la tendance haussière. On peut aussi avoir ce qu'on va appeler la tendance baissière si on remarque que de façon générale, les prix sont en train de partir vers le bas. D'accord? Donc là, dans ces conditions, on ne va pas investir là-dessus. Maintenant, les prix peuvent évoluer entre ces deux niveaux de prix, ce qu'on va appeler la phase de range aussi. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui concerne la tendance. Et donc, on va simplement, à partir de l'analyse technique, regarder les prix, faire une analyse sur les prix et dire si le prix d'achat, il est bon ou pas. Maintenant, l'analyse fondamentale. Comment est-ce qu'on fait une analyse fondamentale? Alors, une analyse fondamentale va nous amener à nous poser un certain nombre de questions, lesquelles, sur ces questions-là, je vais dire, en donnant une réponse à ces questions-là, on sera capable de pouvoir dire si l'entreprise est rentable, si l'entreprise est en croissance, si l'entreprise partage des bénéfices ou si l'entreprise a une solidité financière ou bien si elle est bien valorisée. Alors ça, c'est des rubriques qui sont très, très importantes qui, si on les analyse bien, peuvent nous permettre d'attribuer une valeur intrinsèque à l'entreprise. Ou bien, on va dire se projeter sur la valeur réelle de l'entreprise. C'est très important parce qu'en réalité, ce n'est pas évident qu'on arrive à déterminer de façon très exacte le prix d'une entreprise pour dire cette entreprise, elle vaut tant. On peut se projeter, on peut mettre en place des mécanismes, évidemment, il y a des méthodes de calcul qui existent, mais ces méthodes-là, on ne peut pas dire que c'est 100% vrai. Voilà, on ne peut pas dire que c'est à 100% la valeur exacte de l'entreprise. Bon, il y a des méthodes, on va parler de Gordon et Shapiro, on va parler de DDM, etc. Bon, bref, c'est des trucs qu'on ne va pas voir nécessairement aujourd'hui, mais ce sont des méthodes qui nous permettent d'essayer de voir, de se projeter sur la valeur de l'entreprise pour essayer de dire on pourrait avoir peut-être pris, ben, bref. Donc, je ne voulais pas entrer dans ça, mais c'est venu avec les explications. Donc, l'entreprise, est-ce qu'elle est rentable? Pour demander sur l'entreprise, pour se répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder un certain nombre d'indicateurs. On va se demander si l'entreprise est en croissance. Si l'entreprise est en croissance, pour savoir, on va aller regarder un certain nombre d'indicateurs. On va se demander si l'entreprise partage ses bénéfices, un certain nombre d'indicateurs. Donc, tout ça sont des indicateurs fondamentaux qu'on va le regarder pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et à la fin, on va pouvoir se faire un avis vis-à-vis de la valeur. D'accord? Donc, est-ce que l'entreprise est rentable, par exemple? On peut répondre à cette question en regardant ce qu'on va appeler la marge nette, en regardant ce qu'on va appeler le return on equity. La marge nette, c'est quoi? C'est simplement la proportion du résultat net par rapport au chiffre d'affaires. Tu as réalisé un bénéfice, je veux dire, tu as réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards. Sur ces 10 milliards, combien vont te revenir à la fin de la journée comme bénéfice? C'est ce qu'on essaie de mesurer à travers la marge nette. Maintenant, le return on equity, c'est que nous, en tant que propriétaires de l'entreprise, il y a de l'argent qui est dans l'entreprise qu'on peut considérer qui sont propres à nous, ce qu'on va appeler les capitaux propres. Donc, sur l'argent qui sont propres à nous, que toi, entreprise, tu peux utiliser pour travailler, par rapport à cet argent, combien est-ce que tu nous as rapporté en bénéfice? Donc, si on fait le bénéfice divisé par cet argent-là, alors on obtient un pourcentage. Donc, ce pourcentage, plus il est, il est haut, plus il est élevé, plus on va considérer que tu es en train de produire de la valeur. D'accord? Plus on peut dire que tu es rentable.
Donc, voici un certain nombre d'éléments qu'on peut prendre pour analyser la rentabilité de l'entreprise, mais évidemment qu'on ne va pas parcourir toutes les rubriques, hein. Voilà, donc ça, c'est un exemple sur le cas de la rentabilité. Alors, si je dois vous faire un exemple d'analyse fondamentale, comment est-ce qu'on va faire? On va simplement prendre le cas de BOA Bénin. Je vais récupérer un ensemble d'indicateurs et vous allez voir comment est-ce que je vais les analyser, comment est-ce que je vais procéder, les décrire, les décrypter, etc. pour vous montrer juste comment est-ce qu'un investisseur procède dans son analyse pour pouvoir identifier des actions. Donc, ça veut dire que là, je vous ai présenté plusieurs rubriques, hein. Je vous ai présenté la rentabilité, la croissance, la valorisation. Comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas tout voir, mais je prends par exemple le cas de la rentabilité où je vous ai présenté des indicateurs. Peut-être que ces indicateurs-là sont disponibles, peut-être qu'ils ne sont pas disponibles. Je ne sais pas trop ce qu'on va voir tout à l'heure parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Mais quand on va voir, on va décrypter les indicateurs qui sont là et à partir de là, on va pouvoir dégager un certain nombre d'interprétations pour voir que puissions comprendre le raisonnement qu'on a. Et on va faire pareil aussi du point de vue de l'analyse technique pour voir comment est-ce on fait une analyse technique. Et c'est en conciliant ces deux éléments que l'investisseur va arriver à une conclusion pour pouvoir dire j'investis sur telle action, je n'investis pas sur telle action. D'accord? Voilà. Donc, voici un ensemble de données qui se rapportent, des données fondamentales hein, qui vont se rapporter à l'entreprise Bank of Africa Benin. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Vous avez le share price en 31-12. Donc, c'est le prix de l'action hein, au 31 janvier. Bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Vous avez le net dividend per share. C'est quoi le net dividend per share? C'est le dividende net par action. Donc, c'est-à-dire tout à l'heure, je vous ai dit que l'entreprise peut dire, je prends une partie de mes bénéfices et je vais donner cette partie-là à mes actionnaires. En voulant donner cette partie à mes actionnaires, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement procéder à, comment est-ce qu'on appelle, je vais prendre le global, le montant net global, parce qu'il y a toujours des impôts, hein, vous savez. On va déduire l'impôt qu'on appelle l'IRVM, ça va me donner un dividende net global. Ce dividende net global, je vais le diviser par le nombre d'actions, le nombre total d'actions que j'ai. Quand je le divise, ça me donne le net dividend per share. Alors, normalement, lorsqu'on est investisseur, on va chercher à ce que le net dividend per share soit le plus élevé possible. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a 10 actions, ici, par exemple, là, en 2021, c'était à 411. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui avait 10 actions, il allait avoir 4110 francs CFA au total en termes de dividendes en réalité. Voilà, parce qu'on fait les 411 multipliés par 10. Donc, si tu avais 100, ça allait faire 41 000, etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le net dividend per share. Donc, plus il est élevé, plus c'est intéressant. Mais attention, parce que moi, le net dividend per share fait partie des éléments que je peux considérer comme, allez, comment est-ce qu'on va dire là, comme vanity metrics. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est une vanity metrics? Parce qu'une vanity metrics, c'est une métrique qui peut être intéressante, mais qui dans le fond, d'accord, ne n'apporte pas de réelles informations ou bien qui, dans le fond, n'aide pas vraiment l'investisseur à apprécier la valeur qu'il peut capter. D'accord? Parce que si vous prenez ça, par exemple, moi, ce que je vais considérer beaucoup plus, c'est le dividend yield. Le dividend yield, c'est quoi? C'est le rendement en dividende. Par exemple, si on prend deux entreprises qui ont réaliser toutes les deux un bénéfice de 1 million. D'accord? Toutes les deux entreprises, elles ont réalisé un bénéfice de 1 million. Donc, je pense qu'il y a 10 puissance 3 ici. Si les deux entreprises ont réalisé un bénéfice de 1 million et que l'entreprise A, elle a par exemple 1000 actions, d'accord? 1000 actions cotées en bourse, et, pas nécessairement cotées en bourse, mais en termes de nombre de titres, elle a 1000 actions. Et puis l'entreprise B, en termes de nombre d'actions, elle a 2000. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous calculez le DNPA, donc le dividende net par action, vous allez faire les 1 million divisé par les 1000 pour l'entreprise A, ce qui va vous donner 1000 francs CFA. D'accord? Bon, excusez hein, si on n'a pas... Voilà, donc ça va vous faire 1000 francs CFA. Et puis de l'autre côté, si vous calculez pour l'entreprise B, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez voir que ça va vous faire 500 francs CFA. D'accord? Pourquoi? Donc, dans ces conditions, si on veut apprécier le dividende per share, le net dividend per share, on va dire que, par exemple, l'entreprise A est beaucoup plus intéressante par rapport à l'entreprise B. Alors que tout ce qui a changé ici, c'est simplement le nombre de titres. Alors que le nombre de titres, on peut le faire évoluer à tout moment. C'est-à-dire qu'une entreprise peut procéder à ce qu'on appelle un fractionnement. Si moi j'ai 10 actions en bourse, je peux faire un fractionnement pour passer de 10 à 20 actions. Donc, vous voyez que le nombre de titres, on peut le faire évoluer à tout moment, ce qui fait que ce n'est pas un indicateur qui peut me permettre de bien apprécier. A contrario,
Le rendement, c'est quoi? Le rendement, ça peut me permettre de dire, voici à combien est-ce que je paye l'action et voici ce qu'on me donne en retour en termes de dividendes. Donc, je vais rapporter le dividende reçu, donc le DNPA qui est là justement, au cours de l'action. Donc, c'est-à-dire que là, je vais faire 411 divisé par les 2650 qui sont ici. Et là, j'ai un pourcentage, c'est-à-dire que je suis en train de mesurer en griffe un retour sur investissement. Donc, si j'achetais, par exemple, euh, l'action BOA Bénin au 31 décembre 2021, j'allais avoir un retour d'environ 15,5% sur cet investissement que j'allais réaliser. Ça, c'est ce que le net dividend per share, non, j'ai dit que le net dividend, c'est ce que le dividend yield nous permet d'apprécier. Donc, le rendement en dividende, il est très, très important. Donc, moi, par exemple, en appréciant le rendement en dividende, alors, d'expérience, hein, je sais qu'à la BFM, les meilleurs dividendes vont se situer à partir de 10%. Je dis bien les meilleurs. Les meilleurs dividendes, c'est à partir de 10% jusqu'à partir là-bas. Maintenant, il y a des dividendes moyens, modérés, entre 8 et 7% par là. Donc, quand moi je regarde l'évolution du dividende, du dividend yield de BOA Bénin, je me rends compte qu'on était à 15,5%, jusqu'à le plus faible dividend yield qu'on a constaté, c'est 7,9%. Quand on fait une moyenne, on est à 14,8%. Alors, on peut considérer qu'en réalité, BOA Bénin est une entreprise qui a un bon rendement en dividendes suivant l'historique, en tout cas au 31 12e mois de chaque année lorsqu'on regarde. Donc, en termes de dividendes, c'est une entreprise qui paye des dividendes qui sont intéressants. Première réponse obtenue. Deuxième réponse, on peut aller aussi regarder le PBR. Le PBR, c'est quoi? C'est le Price to Book Ratio. C'est un ratio qui nous permet simplement de rapporter la valeur de l'entreprise à ses actifs nets comptables. C'est quoi les actifs nets comptables? On peut penser que c'est aussi les capitaux propres. Allez, on va faire une différence entre tout ce que l'entreprise a et ses dettes. Donc, on prend l'actif total, on va enlever les dettes et puis ça va nous donner les actifs nets comptables. Et puis à partir de là, bon, enfin, il peut y avoir des ajustements, hein, mais bon, on n'est pas des comptables, hein, on ne va pas aller dans le tréfonds pour aller faire les moindres ajustements possibles. Si vous avez compris le raisonnement global, c'est l'essentiel. Donc là, une fois on a pris les actifs nets, on a divisé la capitalisation boursière par les actifs nets comptables, on va essayer d'apprécier comment est-ce que l'entreprise est. Est-ce que en bourse, on valorise beaucoup plus l'entreprise par rapport à ses actifs nets comptables ou bien est-ce que on valorise d'une façon légère l'entreprise par rapport à ses actifs nets comptables. Donc, idéalement, si on a une entreprise dont le PBR est inférieur à 1, on va se dire que ça peut représenter une opportunité. Parce que ça veut dire que quelque part, le marché n'apprécie pas encore l'entreprise à sa juste valeur. Maintenant, il va falloir aller compléter l'analyse parce que les investisseurs, c'est vrai, il y a le fait, l'offre et de la demande, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs essaient de refléter sur le marché la confiance plus ou moins qu'ils ont en la valeur, en l'entreprise, de pouvoir continuer à produire des résultats qui sont intéressants ou pas. Donc, si l'entreprise a un PBR qui est inférieur à 1, ça ne veut pas dire qu'immédiatement, il faut aller acheter. Ça peut représenter une opportunité à condition de compléter ces analyses pour identifier est-ce que l'entreprise a des perspectives de croissance? Est-ce que l'entreprise a la possibilité de résoudre le problème? Je ne sais pas, il dit résoudre le problème, mais de réaliser de plus en plus de chiffres, de réaliser de plus en plus de bénéfices. Donc, ça veut dire que dans ces conditions, moi, peut-être, j'ai identifié quelque chose que les autres n'ont pas vu venir. Et à partir de là, ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée. Donc, je peux l'acheter et moi, je vais arriver avant tous les autres et je vais réaliser de la croissance. On va avoir à peu près le même raisonnement avec le PER. Alors bon, là, cet indicateur-là, le PBR, pour bien l'apprécier, il faut comparer à la moyenne sectorielle, d'accord? Là, donc là, vous allez dire, si toi, tes camarades sont à 2 et que tu as 1,49, ça veut dire que déjà, tu commences à être une meilleure opportunité, hein. Ça veut dire que quelque part, ton prix peut être intéressant. Donc, je vais aller chercher à savoir tes perspectives, etc. Bon, bref, en général, la référence est 1, mais aussi on peut regarder la moyenne du secteur d'activité. Maintenant, le PER, c'est aussi le même raisonnement. Et là, simplement, on va diviser le cours de ses actions à ses bénéfices nets par action. Donc, ça veut dire qu'on va regarder en bourse, l'entreprise vaut combien. On va regarder l'entreprise a produit combien de bénéfices, d'accord? Et là, on va diviser simplement cela. Donc, ça veut dire que on peut faire le cours divisé par le BNPA, d'accord? Donc, le bénéfice net par action. Ou bien, on peut simplement faire la capitalisation boursière divisée par le résultat net.
Donc, une fois qu'on a fait ça, ça nous permet juste d'apprécier si l'entreprise est aussi surévaluée ou bien sous-évaluée. Parce que dans ce cas, avec cet indicateur, quel est le raisonnement qu'on a? Alors, c'est un indicateur que j'ai beaucoup expliqué au cours de mes webinaires, mais bon, il paraît que la répétition est pédagogique, donc on va revenir dessus. C'est quoi? C'est que là, en calculant le PER, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de diviser euh, le cours de l'action par son BNPA. Donc, c'est comme si je suis en train de voir dans le cours, combien est-ce que le bénéfice, combien de fois est-ce que je peux retrouver le bénéfice dans le prix de l'action. D'accord? C'est ce que je suis en train de voir. En d'autres termes, si l'entreprise continue de générer le bénéfice qu'il génère actuellement, combien de temps est-ce qu'il va me falloir attendre pour pouvoir générer le prix qu'il coûte actuellement? C'est en réalité ce qu'on essaie de voir à travers le PER, le Price to Earning Ratio, ou bien le ratio coût-bénéfice. Donc, c'est un ratio qui nous permet d'apprécier en réalité une entreprise dans combien d'années elle peut générer à bénéfice constant le prix qu'elle fait actuellement en bourse, je vais dire. Donc, voilà un peu l'interprétation du PER. Et nous, on va chercher en fait des entreprises qui ont un PER faible. D'accord? Si le PER il est faible, ça veut dire que ça peut représenter une opportunité, encore une fois, si on a des perspectives de croissance. Parce qu'il y a des entreprises, justement, quand le prix d'une action augmente, parce que là, vous voyez que quand le prix de l'action va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Le PER va augmenter. C'est quand le prix de l'action va baisser que le PER va baisser. Donc, en général, les entreprises qui ont un PE intéressant sont les entreprises dont le coût est en train de baisser. Donc, c'est à nous d'identifier est-ce que cette entreprise-là a des perspectives intéressantes qui me font me projeter sur un retournement de tendance. Donc, voilà à peu près les raisonnements qu'on peut avoir. Et puis, une fois que j'ai fini d'interpréter l'ensemble de ces indicateurs-là, alors je vais procéder à une confrontation, une conclusion, d'accord, déjà au niveau de l'analyse fondamentale. Alors, c'est vrai que je ne suis pas allé regarder les PER sectoriels dans le secteur finance de BOA Bénin parce qu'on a pris un peu plus de temps. Hein? Donc, mais déjà, par rapport à ce que je vois, je peux dire que, bon, là, on est à 10,07. Hein, je ne sais pas si, bon, pour 2025, ça, c'est une estimation. Hein, les estimations de 2025, ça, c'est une estimation. Mais là, on est à 8,90. Bon, je ne sais pas pour le dernier truc, on était à combien. Je n'ai pas envie nécessairement d'aller regarder dans le bloc. Mais bref, en regardant ça, je peux me faire déjà un avis. Sur le point de l'analyse fondamentale, en tout cas, on peut dire que BOA Bénin est bon. D'accord? On peut dire que c'est bon. C'est pas excellent. Hein. Bon, en général, on peut dire que c'est soit faible, bon ou excellent, ou bien meilleur, etc. Bon, bref, en fonction de ce que vous voulez. Mais on peut dire que c'est bon. Donc, c'est comme si c'est une note moyenne qu'on attribue à un truc. Bon, bref, on peut mettre ça aussi dans excellent si on analyse tous les indicateurs. C'est parce que je n'ai pas analysé tous les indicateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter notre analyse fondamentale avec le rapport d'activité, ce qu'on a aussi la possibilité de faire. Donc là, vous avez le rapport d'activité de BOA. Donc, pour essayer de comprendre les perspectives de l'entreprise. Donc, ici, vous voyez qu'en termes de progression du résultat net, alors ça, c'est pour le troisième trimestre 2000, non, le premier semestre 2025. Premier semestre 2025, c'est fin juin. Ouais, c'est ça, fin juin, jusqu'à fin juin. Si on compare le résultat qu'ils avaient fin juin par rapport à fin juin l'année dernière, ça fait une progression de 0,75%, ce qui n'est pas énorme, environ 1%. Mais ça veut aussi dire que l'activité, leur production est stable, leur résultat est stable. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'on n'a pas une évolution énorme ici, mais aussi on n'a pas eu une baisse. Donc, là, si on lit ce que la direction pense de ça, on va se rendre compte qu'effectivement, ils sont en train de parler de tout ce qui est paramètres économiques, parce qu'en réalité, c'est ça. Hein, dans une analyse fondamentale, on peut aussi apprécier, on peut aller partir du général au spécifique, analyser l'économie et venir analyser l'économie mondiale. Ce qu'ils sont en train de faire ici, on parle des projections du Fonds monétaire, etc. Analyser l'économie continentale, ce qu'ils sont en train de faire ici, on parle de l'économie subsaharienne, de l'évolution économique subsaharienne, et puis analyser l'économie du pays. Là, ils sont en train de parler de l'économie du Bénin. Mais bon, bref, en général, on n'est pas obligé d'aller passer par tout ça. Tout va dépendre de notre profil d'investisseur, bien évidemment, mais on n'est pas obligé d'aller passer par tout ça. Donc là, nous, on va essayer de voir. En fait, moi, quand je regarde ces rapports d'activité, ce que j'essaie de voir, c'est si il y a un plan stratégique qui est en cours d'application. Est-ce que c'est en train de payer? Est-ce que c'est pas en train de payer? Est-ce que, voilà. Donc, c'est de voir comment est-ce que la direction se projette par rapport aux résultats qu'ils ont eus. Mais bon, on va dire qu'ici, ils s'en remettent entièrement aux indicateurs économiques. Donc, nous, on va pas on va considérer qu'en fonction de l'économie, ils vont avoir un résultat plus ou moins stable. D'accord? Par rapport à ce qu'ils ont réalisé l'année dernière. Et si on reste sur ce point-là,
effectivement qu'on peut s'en tenir à ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire attribuer une note moyenne à B ou A. Maintenant, après ça, donc tout ça, ça nous donne une note moyenne du point de vue de l'analyse fondamentale. On peut essayer d'apprécier au niveau de l'analyse graphique pour essayer de voir si c'est une entreprise sur laquelle on peut investir ou pas. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on va faire là? On a le graphique de BOA. Et ce graphique-là, bon, moi, je vais mettre 10 ans, hein, puis je vais mettre la ligne simplement. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'indicateurs d'analyse technique. Ces indicateurs d'analyse technique, qu'est-ce qui va nous permettre? Comment est-ce qu'on va les afficher? Là, je suis sur la plateforme d'analyse technique de Sika Finance. Et là, je vais simplement mettre, par exemple, là, quand je viens ici, là, vous voyez, il y a toute une liste d'indicateurs techniques. Moi, l'indicateur technique que je vais utiliser pour cet exemple-là, ce sont les moyennes mobiles. Donc, ce sont les moyennes mobiles que je décide d'utiliser. Ça ne veut pas dire que c'est le seul indicateur. L'essentiel, c'est que l'indicateur que vous allez choisir pour faire vos analyses, vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on utilise cet indicateur-là, c'est tout. Et comme je vous l'ai dit, on met en comparaison l'évolution des prix et l'indicateur. Donc là, en bleu, vous avez l'évolution des prix et puis en rouge, vous avez l'indicateur. Donc c'est à moi maintenant d'effectuer une interprétation à partir de la position des prix par rapport aux indicateurs. Donc là, je suis sur la moyenne mobile à 20 périodes. Donc ça veut dire que comme je considère qu'une période, c'est la semaine. Donc à partir de là, ça veut dire que on fait une moyenne mobile sur 20 semaines. Mais je vais passer à la moyenne mobile 200 jours, 200 périodes, pardon. Voilà, qui peut me permettre de faire une appréciation de moyen terme. Et donc, ou bien de long terme, même souvent en fonction de la perspective. Mais bon, on va considérer que c'est le moyen terme ici. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Cette moyenne mobile-là, vous remarquez que c'est en dessous de l'évolution des prix. En réalité, cet indicateur, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que les prix sont en train d'évoluer au-dessus de leur moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, c'est qu'on va déplacer un peu le point. Bon, on ne va pas revenir sur le système des moyennes mobiles. Si vous voulez comprendre, tapez sur YouTube. C'est quoi le principe des moyennes mobiles? Mais comprenez simplement que c'est un indicateur. De toutes les façons, vous attendez moyenne dedans. Ça veut dire que quelque part, on fait une moyenne. Donc, les prix sont en train d'évoluer au-dessus de cette moyenne-là. Et si les prix sont en train d'évoluer au-dessus de cette moyenne-là, ça veut dire que les prix sont en train de s'apprécier au fur et à mesure. Donc, l'interprétation de base de cet indicateur, c'est de dire, toutefois qu'on remarque que les prix sont en train d'évoluer en dessous de leur moyenne mobile, on ne va pas acheter parce qu'on se dit que les prix ne sont en train de partir vers le bas. Donc, on peut considérer qu'on est dans une tendance baissière. Et toutefois que les prix sont en train d'évoluer au-dessus de leur moyenne mobile, alors on peut potentiellement se positionner à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on voit que les prix sont en train d'évoluer. Et un signal d'achat, par exemple, en termes d'analyse technique, c'est ce croisement-là. Donc, vous voyez que toutefois que les prix viennent casser en fait leur moyenne mobile 200 jours, qu'est-ce qui se passe? Les prix évoluent vers le haut. Et puis, à l'inverse, lorsque les prix viennent casser vers le bas, là, on était vers le haut, on casse vers le bas. C'est comme s'il y a un changement de position, on casse vers le bas, les prix évoluent vers le bas. Bon, ici, c'est vrai qu'on ne va pas très loin. Mais bon, là, vous voyez que là, on vient casser et puis on va très, 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 très loin. Donc, en réalité, cette ligne-là va représenter ce qu'on va un peu qualifier d'une ligne de support-résistance. Support-résistance pour dire, c'est une certaine fonction. Quand on parle de support-résistance dans le domaine de l'analyse technique, il faut simplement comprendre que c'est une fonction sur laquelle les prix vont venir buter. D'accord? Donc là, par exemple, la fonction des moyennes mobiles, généralement, on va considérer que les prix peuvent venir buter dessus pour repartir soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, ça peut jouer le rôle de support-résistance. Et plus on sera, par exemple, si je prends 10 périodes, vous allez voir que ça sera beaucoup plus proche des cours que le reste en fait. Voilà. Donc vous voyez, plus on est sur des périodes qui sont assez rapprochées, plus c'est plus proche des prix en fait. Voilà. Donc là, je suis sur 200 jours, ça me permet d'avoir un certain nombre, un certain espace. Je peux mettre par exemple 50. En général, les moyennes mobiles les plus utilisées sont les moyennes mobiles 50 périodes et les moyennes mobiles 200 périodes. On peut aussi utiliser la moyenne mobile 20 périodes. Voilà. Donc là, en fonction de si on veut être sur le court terme, le long terme ou le moyen terme, etc. Donc là, l'interprétation, c'est simple, c'est que dans un premier temps, je vois que les prix sont au-dessus de leur moyenne mobile. C'est un signal positif pour moi. Mais il y a aussi une autre interprétation à voir du point de vue de la moyenne mobile, c'est que plus la distance entre les prix et la moyenne mobile est très grande, plus ça va avoir tendance à venir vers cette moyenne mobile. On va avoir tendance à revenir vers cette moyenne mobile-là. Donc, vous voyez que toutefois qu'on s'est trop éloigné de la moyenne mobile, il y a comme un retour vers cette moyenne mobile-là. D'accord? Donc, toutefois qu'on s'est éloigné de la moyenne mobile, il y a comme un retour vers cette moyenne mobile-là. Donc, ce qui va faire que moi, sur cette base-là, je ne pourrais pas immédiatement investir sur l'action parce que là, je peux considérer que le prix est un peu trop élevé.
le prix est un peu trop loin de la moyenne mobile, d'accord? Donc, je peux potentiellement attendre lorsque le prix va venir se rapprocher, par exemple là, si on avait cette situation-là, c'était très intéressant parce que là, on est proche des moyennes mobiles, on a fait une bonne analyse fondamentale. Je pourrais peut-être chercher à voir deux, trois signaux encore, mais déjà, sur le point de la moyenne mobile et de l'analyse fondamentale qu'on a faite, j'aurais pu investir. Mais là, on est beaucoup trop haut. Et en plus de ça, regardez le petit trait que j'ai tracé ici, ce qu'on peut appeler une résistance, c'est que on remarque que les prix viennent taper sur ces traits-là et puis ils repartent vers le bas. On peut l'appeler une fonction affine, hein, comme ce qu'on a fait en troisième, on trace une droite dans le repère autonomie. Donc, en réalité, c'est ça, c'est que les prix viennent taper sur cette fonction-là, ils repartent vers le bas. Bon, c'est vrai que ici ça casse, mais de façon générale, on reste dessus. Ici, ça s'est produit, ici, ça s'est produit, ici encore, ça s'est produit. Donc, je vois qu'on n'est pas très loin de la résistance. Parce que nous, on va acheter sur des supports et vendre sur les résistances. Donc, en réalité, c'est comme si on est plus proche du point de sortie que du point d'entrée. Parce que c'est aussi ça l'objectif de l'analyse technique, c'est de nous permettre d'avoir des points d'entrée et des points de sortie. Donc, du coup, ce point d'entrée, à titre personnel, je vais considérer que ce n'est pas un point d'entrée qui est intéressant et que potentiellement, si on était par exemple à environ 4500 francs l'action, ça pourrait être intéressant. Voilà. Maintenant, bon, c'est vrai que tout ça, ça peut être aussi influencé par l'actualité, hein, mais en absence de toute actualité, si on n'a même pas l'information, en regardant le comportement des prix, bien sûr qu'on peut avoir un certain nombre de comportements, on peut identifier un certain nombre de signaux et en fonction de ça, s'ajuster et puis prendre des décisions d'investissement. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on va revenir à notre présentation de base. Puis, je vais y répondre déjà. Je vais regarder s'il y a des questions. Euh, bonsoir, coach. Euh, bonsoir, coach. Moi, pour le débutant que je suis, je préfère le profil d'investissement à long terme. Vous conseillez quoi? Aussi, je suis à la BOA et le SGI est à 500 000 francs pour ouverture de compte titre. Pourrais-je aller ouvrir sur une autre SGI à moindre coût? D'accord? Si vous voulez partir sur un profil de long terme, ça va. Je ne suis pas contre le profil de long terme investor, hein. C'est très bien de partir sur un profil de long terme investor. Comme je l'ai dit, je vous ai expliqué les tenants et les aboutissants de ça. Faut juste pas, parce que le problème avec ça, c'est quoi? C'est que là, il y a des gens qui disent qu'ils veulent être long term investor, mais au final, ils se retrouvent à être position trader ou bien swing trader. Et c'est là le pire, en fait. Ça veut dire que quand vous manquez de discipline par rapport à ce que vous avez choisi de faire, c'est là le plus grand problème, c'est là le plus grand piège. En réalité, c'est quoi? C'est que si j'ai décidé de devenir swing trader ou bien position trader ou bien long term investor, bon, je vais prendre le cas du long term investor comme c'est ce que le participant a mis. Si vous décidez de devenir long term investor, ça veut dire que si dans un mois, vous venez regarder les prix des actions et que votre portefeuille a perdu, vous n'allez pas systématiquement vendre. Vous allez attendre jusqu'à la fin de l'année et regarder les résultats de l'entreprise. Bon, c'est vrai qu'on a des résultats intermédiaires qui nous permettent d'apprécier si l'entreprise va réaliser un bénéfice ou pas. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez Filtissa qui est en train de réaliser des pertes, des pertes, des pertes. Bon, bref, ça veut dire que ça sera compliqué pour Filtissa au regard des derniers chiffres qu'on a vus de réaliser quand même un bénéfice à la fin de l'année. Bon, là, à partir de là, on n'est pas quand même idiot. C'est pas parce qu'on a dit qu'on en va faire un truc. Là, si on veut sortir, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que le prix de l'action a baissé sur une séance de cotation, ou bien sur une semaine, ou bien sur un mois, que directement, je vais sortir. Donc, quand vous dites que vous voulez faire du long term investor, ça veut dire que mettez votre argent sur des valeurs en lesquelles vous avez confiance et puis oubliez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes déconnecté. Vous regardez les infos, à moins que l'info soit vraiment pertinente, lourde, voilà, vous n'allez pas directement aller prendre votre argent. Parce que si vous faites ça, vous allez beaucoup plus perdre même que quelqu'un qui est en train de prendre un maximum de risques en essayant de faire du swing trading. Voilà, parce que vous allez être toujours en train de vendre à perte. Ou bien, l'effet inverse aussi peut se produire. Parce que j'ai dit que je suis long-term investor, j'ai investi, je viens le lendemain, je vois que moi j'ai dit le lendemain, mais attendez, peut-être dans un mois, 3 mois, je vois que j'ai réalisé peut-être 20% sur mes investissements, je suis content, j'ai envie de sécuriser les gains le plus rapidement possible. Oh, c'est du swing trade, c'est du position trading qu'on peut faire ça. Mais du long term investment, on va laisser. C'est vrai qu'on prend le risque de perdre les plus-values qu'on a réalisées, mais on va laisser parce que il y a encore 4 ans, 5 ans, 10 ans devant nous là-bas. Donc, nous, on renforce notre position. On est en train de construire un patrimoine. Et c'est l'approche justement que j'ai commencé à développer ici. C'est pas pour faire la publicité du livre, mais
Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà le livre, mais c'est pour dire que vous pouvez déjà retourner là-dedans parce qu'il y a ces éléments-là pour dire on est en train de construire un patrimoine boursier. Voilà. Et bien sûr que ça va s'apprécier non seulement avec les dividendes qu'on prend, mais aussi en termes de plus-value, comme je l'ai décrit, si on fait de bonnes analyses. Donc, je ne suis pas contre le process, le long-term investment, mais il faut vous en tenir lorsque vous l'avez choisi. Où pouvons-nous avoir les données pour faire une analyse technique ou fondamentale? L'analyse fondamentale, tout à l'heure, les données, par exemple, que j'ai présentées sont des données qui me viennent de la SGI. Les SGI vont vous produire des notes de recherche ou bien des bulletins semestriels ou bien trimestriels ou semestriels dans lesquels il va y avoir l'historique d'un certain nombre d'indicateurs. S'il n'y a pas des indicateurs que vous voulez, à partir des données que vous avez, vous pouvez les calculer éventuellement. Ou bien vous pouvez aller regarder sur le site de la BRVM. Il y a les entreprises qui publient leurs états financiers. Dans ces états financiers-là, vous pouvez tirer les chiffres, par exemple, que ceux que j'ai présentés aujourd'hui, et puis effectuer les calculs nécessaires pour pouvoir déduire les indicateurs là. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez trouver les données. Maintenant, je ne sais pas si toutes les SGI vont vous produire effectivement ces données-là, comme je l'ai dit. Si votre SGI ne vous produit pas ça, alors vous pouvez aller du point de vue des états financiers. D'accord? Voilà. Maintenant, pour l'analyse technique, alors la plateforme la plus pertinente que je connais, c'est la plateforme de Sika Finance. Vous tapez sikafinance.com, vous choisissez une action, vous partez de la partie graphique, d'accord? Et puis à partir de là, vous avez le graphique de l'action. J'ai oublié de répondre au deuxième volet de la question précédente, c'est est-ce qu'on peut aller ouvrir un compte titre ailleurs? Oui, vous pouvez aller ouvrir un compte titre ailleurs. Ailleurs, je sais pas moi, vous choisissez une autre SGI que vous connaissez, que vous aimez, que vous appréciez, vous allez là-bas et puis vous allez pouvoir ouvrir un compte. De toutes les façons, les banques elles-mêmes elles sont en concurrence, non? Donc, si votre banque actuelle ne vous arrange pas, vous pouvez changer. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question sur les données. Moi, je suis au Congo, Kinshasa, mais ma complexité s'est trouvée au niveau d'avoir juste un compte titre. Ah, vous voulez dire le problème. Ok, donc je vois. Le compte titre, vous êtes à Congo, Kinshasa. Normalement, à ma connaissance, on doit être capable de pouvoir ouvrir un compte depuis l'étranger. Donc, essayez de voir quel est. Je sais que Brick Securities, par exemple, on peut ouvrir un compte à distance. Donc, si vous avez leur mail, vous pouvez trouver leur mail sur Internet, hein, vous tapez leur nom. Vous pouvez prendre leur mail et puis leur envoyer un mail pour dire que vous voulez ouvrir un compte titre, que vous êtes à Congo, etc., etc. Normalement, ça doit pouvoir se faire. Bonsoir, je souhaite que tu m'accompagnes pour avoir un compte titre. Est-ce que c'est possible? Bon, en réalité, avoir un compte titre, franchement, je ne sais pas quel accompagnement vous voulez pour avoir un compte titre. C'est tellement simple. Vous avez déjà ouvert, je sais pas, c'est ça, non? Ouais, vous avez déjà ouvert un compte bancaire. Comment est-ce que je vais réfléchir sur ça? Vous avez déjà ouvert un compte bancaire. C'est la même procédure. Sauf que pour le compte titre, il faut trouver simplement les sociétés de gestion et d'intermédiation. Tapez SGI pays dans lequel vous vous trouvez, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, etc. Mais bon, si vous êtes, par exemple, Congo-Kinshasa, là, je suis sûr que Congo, vous ne faites pas partie de la zone UEMOA. Donc, vous n'avez pas chez vous des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA. Donc, peut-être que vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas avoir de SGI là-bas, mais vous pouvez ouvrir dans les SGI. C'est pour ça que j'ai parlé d'ouverture de compte à distance. Mais si vous êtes dans l'un des pays de l'UEMOA, tapez simplement SGI, pays dans lequel je suis, vous allez avoir des noms, vous envoyez un mail simplement, ou bien vous cherchez là où ils sont situés, vous vous rendez là-bas pour dire vous voulez ouvrir un compte. Ça, il n'y a pas besoin d'accompagnement pour ça. Euh, mais on peut avoir deux portefeuilles, un long terme. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez avoir deux portefeuilles. Et c'est même une très bonne approche. C'est-à-dire, je fais deux portefeuilles. Je dis, ce portefeuille-là, c'est un portefeuille swing trading. Ce portefeuille, c'est un portefeuille long term investment ou bien position trading. Après, il ne faut pas confondre les choses. Il faut juste, voilà. Mais avoir deux portefeuilles, ça peut être très, très intéressant, ouais. J'aimerais savoir aussi comment bien choisir sa SGI. Alors, la SGI, la bonne SGI, selon moi, c'est deux caractéristiques. La première caractéristique, bon, on peut dire trois caractéristiques. La première caractéristique, son service client répond et rapidement. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est une SGI qui va vous mettre à disposition une plateforme de trading facturée ou pas, bon, en fonction de ce que vous voulez payer.
En réalité, toutes les SGI vont facturer leur plateforme de trading en ligne. Donc, plateforme de trading en ligne, service client qui répond assez rapidement. Et puis, les notes de recherche. Tout à l'heure, je vous ai dit par exemple que moi, ma SGI me partage souvent les données historiques des entreprises. Donc, si votre SGI vous partage ça, ça peut être très intéressant. Comment bien j'ai répondu? Ma question est de savoir si l'analyse technique sur sikafinance.com est le même caractéristique comme une bourse à Londres ou à New York, comme les bougies, et si on peut faire soit les mêmes, je sais pas trop comment on dit ça, soit même c'est l'analyse afin d'acheter ou vendre une action. Bon, bref, je comprends un peu l'idée. C'est d'essayer de dire, est-ce que la façon de faire l'analyse sur Sika Finance est la même façon qu'on fait l'analyse technique sur les bourses étrangères? Et la réponse est oui. Vous avez à peu près les mêmes indicateurs. C'est vrai que souvent on peut rencontrer quelques deux, trois trucs qui ne sont pas... Bon, allez, c'est vraiment très minime. Mais en réalité, c'est ça. C'est le même raisonnement. Les analyses techniques ne vont pas différer. La même analyse technique que vous faites sur les cryptos, c'est la même analyse technique que vous allez faire sur les actions. Bon, c'est vrai que, mais ce n'est pas la même analyse fondamentale. Il faut bien comprendre. Voilà. L'analyse fondamentale, c'est l'actu, c'est l'évolution de l'économie, c'est Trump a dit, etc., etc. Ce n'est pas la même analyse fondamentale, mais en termes d'indicateurs techniques, c'est vraiment pareil. Bon, c'est vrai qu'en fonction des actifs, on peut regarder l'évolution de l'actif par rapport à un certain indicateur dont les configurations peuvent effectivement évoluer, varier un peu. Mais dans la globalité, ça peut être pareil. C'est les mêmes principes en réalité. Voilà. Deuxième question, est-il possible de vendre à découvert à la BFM? Non, il n'est pas possible de vendre à découvert à la BFM, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, donc merci chers participants pour vos questions, merci pour tous ceux qui ont été là. Donc c'est ça, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On va arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine.